pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. La procrastination dont on est témoin depuis maintenant 2 ans. J'accepte pas ce que vient de dire le chef du PQ, que j'accepte la situation. Je n'accepte pas la situation. Il faut en faire plus. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec nos jeunes qui sont embarqués dans des gangs de rue puis qui commettent des crimes. Jamais je vais accepter ça. We know life-saving measures did make a difference. There's still very dangerous conditions in the state, and people should wait to be given all clear by their leaders before they go out. J'ai demandé à notre section du crime organisé d'assurer la coordination de toutes les enquêtes ciblant des crimes d'extorsion auprès des commerçants. Voici Patrick Lagacé. Vendredi le 11 octobre 2024, aux portes d'une longue fin de semaine, le long congé de l'Action de grâce météo. Belle journée qui s'annonce sur la région de Montréal. Ensoleillé aujourd'hui, maximum 18 degrés. 7 degrés présentement. Demain, samedi, maximum de 13, alternance soleil et nuages. 60 % de probabilité d'averse. Dimanche, c'est la belle journée, semble-t-il, du long congé. 13 degrés, oui, mais juste du soleil. Et lundi, alternance soleil et nuages. 11 degrés. Très forte probabilité de pluie. Je commence avec les lendemains difficiles, douloureux de l'ouragan Milton en Floride. Donc, on dénombre, semble-t-il, là, au moins une quinzaine de morts après le passage de l'ouragan. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui a décrété l'état d'urgence dans au moins 51 des 67 comtés de la Floride. Donc là, évidemment, l'ouragan est allé s'atténuer dans l'océan. Mais quand même, les secouristes là, qui se sont portés à la rescousse d'au moins 300 personnes dans le cadre de plus de 2000 missions d'intervention. Et il y a 80 000 personnes qui ont passé la nuit passée dans des refuges. 3,4 millions de foyers toujours privés d'électricité. Donc, on va un peu plus tard à l'émission parler avec des gens là-bas en Floride sur le terrain. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec l'école Bedford. C'est une école primaire de Notre-Dame-de-Grâce qui fait partie du Centre de services scolaires de Montréal. Et c'est une histoire qui est aujourd'hui à la une du Journal de Montréal parce que le ministre Bernard Drinville a décidé d'intervenir directement pour régler des situations problématiques dans cette école-là. Et la première journaliste à s'être penchée sur ce qui se passe à l'école Bedford, c'est notre collègue Valérie Leboeuf de Cogeco Nouvelles. Salut Valérie. Salut Patrick. Valérie, tu étais venue à l'émission du Retour à quelques reprises pour nous raconter ce qui se passait dans cette école-là. Et avant qu'on rentre dans l'intervention du ministère de l'Éducation, peut-être faire un rappel de ce que tu avais découvert à l'époque. Oui, à l'époque, j'avais parlé avec une quinzaine de personnes. Toutes ces personnes-là ont accepté de dévoiler ce qu'ils vivaient sous le couvert de l'anonymat. On avait même dû changer leur voix parce que les personnes en question avaient des craintes de représailles. Donc, dans l'école, il y avait un noyau dur d'enseignants d'origine maghrébine qui faisaient la pluie et le beau temps, carrément. Et ce sont des méthodes d'enseignement aussi qui étaient présentées, qui étaient un peu désuètes. Donc, on disait ça se compare aux années 70 en Afrique du Nord et tout ça. Puis, très autoritaire. Très, très autoritaire. Des coups de baguette, des enseignants qui crient, des classes où les lumières sont fermées, les stores sont fermés, les éducateurs spécialisés n'ont pas accès aux enfants, à moins que ce soit sur l'heure du dîner. On ne croit pas, finalement, que les enfants peuvent avoir des problèmes d'apprentissage. Il y avait ça et il y avait tout un climat aussi toxique parce que il y a un noyau dur d'enseignants justement qui n'avaient pas seulement des approches pédagogiques périmées, des comportements, disons, qui peuvent être effrayants pour des enfants, mais il y avait aussi des représailles, des guerres psychologiques avec d'autres enseignants qui osaient les défier, leur dire que leurs approches n'étaient pas bonnes. Exactement. Puis quand ces enseignants-là essayaient de faire changer les choses, bien souvent se faisaient sentir en fait tassés de côté parce que les enseignants parlaient dans leur langue, parlaient en arabe entre eux, alors que là, quand il y avait des enseignants qui parlaient français, par exemple, bien, ne comprenaient pas nécessairement ce qu'ils se disaient. Puis à propos de ça, bien, ces gens-là étaient tassés, donc se retrouvaient à dîner dans leur classe tout seuls parce qu'ils étaient mis de côté par le groupe qui emmenait large dans l'école. Et là, il y a... donc, bravo pour cette nouvelle-là. On voit que ça a donné des résultats parce que là, Valérie, il y a une intervention du ministère de l'Éducation. Et moi, je me souviens à l'époque, le syndicat banalisait la situation. Oui.
Et on avait reçu la présidente directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal qui, elle aussi, disait que les interprétations étaient exagérées, etc. T'as vraiment ramé dans la gadoue pour sortir cette histoire. Bien, ça a été difficile parce que tu te souviendras qu'en 2021, il y a eu un rapport aussi de psychologues industriels d'une 20aine de pages qui faisait état justement du climat toxique dans cette école-là. J'ai parlé avec Catherine Beauvais, Saint-Pierre de l'Alliance des profs de Montréal parce qu'on disait que la personne qui emmenait large, c'était le délégué syndical. Puis ce qu'on m'a dit, bien, c'est écoutez, on a vraiment passé dans les règles de l'art au niveau syndical avec la suite de ce dévoilement de ce rapport-là, alors que cette personne-là était toujours en place. Puis on t'avait posé la question, notamment à Mme Gélina du Centre des services scolaires de Montréal. Comment se fait-il, si la personne est encore en place, comment se fait-il que le climat n'est plus toxique et que ça a changé? Oui, en fait, et moi, ce dont je me souviens de cette entrevue-là, Valérie, c'est que le désir, c'était de dire que tout avait changé, que les choses allaient maintenant pour le mieux. Et ce que démontre la suite des choses, parce que le ministère, à la suite de tes reportages, et c'est nommé là, dans le rapport d'enquête, a déployé une enquête dans cette école-là. On a interviewé 73 personnes, l'équivalent de plus de 100 heures d'entrevue, et le rapport donne raison aux gens qui se sont confiés à toi. Oui, puis je suis contente parce qu'il y a des gens qui ont quitté la métropole, qui se sont rendus, qui ont déménagé, et il y a des gens qui ont fait des dépressions, il y a des gens qui n'ont pas voulu parler, qui étaient rendus à la retraite parce que c'était trop douloureux pour eux. Et dans le rapport, justement, on dit qu'il y a vraiment le niveau de compétence des enseignants de l'école Bedford est inquiétant. Le climat de l'école ne s'est pas amélioré malgré toutes les actions qui ont été entreprises. On dit même que le Centre des services scolaires a perdu de vue la situation de l'école Bedford en cours de route. Et là, à partir de mardi, il y a des mesures qui seront prises, notamment par le ministère de l'Éducation. 2 accompagnateurs qui seront dépêchés à l'école pour établir un climat sain, sécuritaire. Il y a 11 enseignants qui vont être enquêtés. Puis ces enseignants-là pourraient perdre carrément leur brevet d'enseignement si jamais on se rend compte que finalement, il y a des failles. Merci Valérie, et on va t'entendre tout au long de la journée dans les différentes plateformes de Cogeco. C'est une histoire importante. Tu as été la première à te pencher là-dessus et je pense que sans ton travail, le climat toxique dans cette école-là se poursuivrait. Merci beaucoup. Merci Patrick. J'ajoute aussi que dans ce rapport d'enquête-là qui a été rendu public, on dit que ce noyau dur, qui est à peu près là, une douzaine d'enseignants d'origine maghrébine, mais on peut tirer des conclusions. Oui, il y a une vision de l'éducation qui est périmée, une approche autoritaire. Il y a des questions de religion aussi qui guident ces enseignants-là. Ce qu'on constate, c'est que ces enseignants ne voulaient pas enseigner, par exemple, des notions d'éducation sexuelle, ne voulaient pas enseigner des éléments de science, parce que ça allait à l'encontre de leurs valeurs. Il y a des Maghrébins qui sont profs dans cette école-là qui s'opposaient à ce groupe-là. Et au fil des années, il y a eu des clashs, il y a eu des heurts entre ces deux groupes-là. Le groupe dominant, comme on dit dans le rapport, fait la pluie et le beau temps. Et dans le rapport, ce qu'on dit, c'est que oui, ça va mieux à l'école Bedford présentement. Pourquoi ça va mieux? En partie parce que les profs qui s'opposaient au groupe dominant, ils ont fini par sacrer leur camp. Donc, il n'y a plus d'opposition. Il y a 7 directions d'école, 7 directeurs et directrices d'école qui ont tenté de redresser le bateau de l'école Bedford au fil des années. Donc, c'est à peu près 1 par année. Le ministre Bernard Drinville va être avec nous tantôt pour parler de tout ça. C'est une histoire importante. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le religieux tente toujours de s'imposer dans la sphère publique. Ça a été le cas au Québec avec les catholiques. Ils sont maintenant sur la pente descendante. Il y a d'autres groupes. Dans ce cas-ci, des professeurs maghrébins, musulmans, qui font rentrer la religion dans leur salle de classe. Est-ce que c'est répandu? Bonne question. Tout ce que je sais, c'est que Bernard Drinville a ordonné une enquête sur cette école-là et ordonne des enquêtes dans 3 autres écoles à Montréal pour les mêmes faits, pour les mêmes échos. Donc, on va aller au fond des choses avec Bernard Drinville un peu plus tard, mais c'est une histoire, je vous le dis, qui va s'étendre dans l'actualité sur plusieurs semaines, plusieurs mois aussi. Je veux parler de toutes ces histoires d'adolescents recrutés dans des gangs de rue. C'est apparu sur le radar, tout ça, là, il y a, je dirais, à peu près 2 semaines. Il y a des parents maghrébins, en majorité, de Saint-Léonard, qui ont organisé une manifestation dans un parc de cet arrondissement. Pourquoi? Pour dire, envoyer un message aux autorités, à la police, au gouvernement, à la DPJ, etc., aux écoles. On a besoin d'aide. On est débordé, on a peur. Pourquoi? Parce que nos jeunes, et ils sont de plus en plus jeunes, se font recruter
par des plus vieux, des jeunes adultes qui sont dans des gangs de rue pour leur faire des jobs. On les approche en personne, on les approche sur les réseaux sociaux. Veux-tu faire une fraude? Veux-tu voler une auto? Veux-tu mettre le feu, etc., etc.? Et cette sortie-là de ses parents préoccupés, mais ça faisait suite à cette nouvelle épouvantable. Un jeune de 14 ans qui a été recruté pour envoyer faire peur aux Hells Angels en Beauce. Il a été tué, il est mort dans l'expédition et ça avait frappé l'imaginaire parce qu'il a 14 ans. Il avait 14 ans, ce jeune-là. Et là, dans les derniers jours, le SPVM a annoncé avoir arrêté là, dans divers événements de jeunes adolescents, justement, pour avoir commis des actes criminels, parfois des décharges d'armes à feu. Et au cœur de ces actes criminels, il y a des actes d'extorsion. Si vous ne voulez pas payer pour de la protection, vous avez un bar, un restaurant à Montréal, par exemple, bien, on va mettre le feu à votre commerce. Et hier, le SPVM a fait une sortie, le chef Fadi Daguerre, qui a dit aux commerçants, écoutez, cédez pas au chantage, venez nous voir. Plus facile à dire qu'à faire, je vous dirais, parce que si vous allez à la police quand vous êtes la cible d'extorsion comme ça se peut que c'est pas juste la vitrine qu'on va casser dans votre restaurant. L'autre message du chef Fadi Daguerre, c'était pour les parents. Il a détaillé l'action du SPVM quand il est question d'adolescents. Répression, oui, mais avant, information, sensibilisation, etc., pour essayer d'empêcher les jeunes de tomber sous la coupe des groupes criminalisés. Donc, il avait aussi ce message, M. Daguerre, quand on arrive chez vous, chers parents, ouvrez la porte, parlez-nous. Il y a une raison qui explique pourquoi on vient cogner chez vous. Donc, un peu plus tard à l'émission, Francis Renaud, le commandant du SPVM qui est responsable de l'unité du crime organisé, va être avec nous à 7h25. Parlant d'incendie criminel, la peine est tombée pour Brian Paré de Chappet. Brian Paré de Chappet, à l'été, au printemps 2023, il s'était illustré avec des publications sur les réseaux sociaux. Il disait que ces incendies de forêt qui avaient secoué le Québec, le nord du Québec, ben, c'était le fait du gouvernement. Toujours là, le même pablum habituel conspirationniste, c'est pour nous contrôler, etc., etc. On veut faire croire que les changements climatiques sont une menace alors que ce ne l'est pas. Il faisait des publications comme ça et lui, il allait foutre le feu en même temps. Des feux de forêt, il allait allumer des feux de forêt dans la région de Chappet, Chibougamau, etc. Donc, j'en parle ce matin parce qu'il a reçu sa sentence, 8 ans de prison pour Brian Paré. Et c'est un autre cas qui montre que sombrer dans les sables mouvants du conspirationnisme, ça peut être un jeu de salon. Ça peut être quelque chose que les gens font pour se rendre intéressant, oui. Mais des fois, ça a des conséquences tragiques. Il y a de ces gens-là qui se radicalisent à s'exposer comme ça aux thèses conspirationnistes. Et le juge a parlé d'une stupidité consommée d'un homme naïf et influençable, dans le cas de ce type-là, Brian Paré. Dans un désir de découvrir la vérité, il décide de faire des tests de validation de ses impressions à l'effet que les incendies ne sont pas naturels, mais plutôt l'œuvre du gouvernement, puisque selon lui, la terre est toujours humide. Et le juge a noté aussi, quand il a rendu sa sentence, que toute cette saga-là, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur M. Paré quant à ses convictions conspirationnistes. Bénédicte nous a parlé dans un autre sujet. Là, on va rester dans le domaine criminel. Désolé, mais l'actualité criminelle aujourd'hui et cette semaine là, est extrêmement fertile. Bénédicte nous a parlé de cette histoire épouvantable. C'est elle qui a sorti, Bénédicte Lebel, cette histoire, l'enfant ébouillanté à Longueuil. Vous vous souvenez peut-être, là, c'est un enfant qui revient de l'école, un enfant du primaire, je pense qu'il a 10 ou 11 ans, et il coupe sur un terrain. Il coupe sur le terrain gazonné, là, si j'ai bien compris, là, d'un immeuble à logement. Et il y a une locataire qui sort, sans doute tannée de voir des enfants défiler sur son balcon. L'eau bouillante est déjà prête. Elle asperge le jeune, l'enfant, d'eau bouillante. C'est une histoire épouvantable. J'en ai parlé avec Bénédicte. Et moi, je me suis étonné que cette femme-là soit libérée en attente de son procès. Je comprends qu'il y a des règles au Canada, je comprends que le standard de preuve est extrêmement élevé, je comprends tout ça. Mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et là, il ne faut pas tout mélanger par ailleurs. Il y a cet enfant ébouillanté et il y a un groupe qui s'appelle Coalition Rouge qui lutte contre le racisme, notamment contre le racisme perçu de certains corps policiers. Et on a fait paraître une lettre. On a envoyé une lettre à la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.
Et ce qu'on reproche à la mairesse et au service de police, là, je vais citer la lettre qui a été envoyée par Coalition Rouge. La décision de libérer la suspecte dans ces circonstances est non seulement inadéquate, mais soulève également de sérieuses questions quant à l'engagement de la Ville envers la justice et la sécurité publique à Longueuil. Et c'est signé Joël de Bellefeuille, directeur général de la Coalition Rouge. Permettre à une personne capable d'un acte aussi violent et non provoqué de se promener librement alors que sa jeune victime souffre envoie un message préjudiciable à la communauté noire, aux personnes racisées et à tous les résidents de cette ville. Et il y a M. de Bellefeuille, toujours, qui exhorte donc la Ville et le service de police de reconsidérer la libération de la suspecte et de la détenir en attendant son procès. La Ville de Longueuil, la police de Longueuil, n'ont rien à voir avec l'administration de la justice. Quand une suspecte, un accusé se présente devant un juge après avoir été accusé, il y a un juge qui détermine si oui ou non cette personne-là doit rester en dedans ou peut être libérée en attente de la suite des procédures. Interpeller la Ville de Longueuil parce que cette femme-là a été libérée en attente de son procès, c'est un peu comme... Écoutez, vous avez besoin de pain puis vous allez chez le nettoyeur. C'est aussi niaiseux que ça. Et c'est pas la première fois que je dis que Coalition Rouge fait des sorties qui sont saugrenues. En voici une autre. Ça a forcé Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, à faire une sortie sur ses réseaux sociaux hier pour rappeler des principes de base. Elle l'a fait avec des gants blancs, mais quand même. Elle a dit, écoutez, je ne peux rien faire. Elle dit depuis hier, des personnes qui m'interpellent personnellement sur ce sujet en me pressant d'agir pour renverser la décision, ce que je ne peux faire, et ce, d'aucune manière. Et elle dit, même si le service de police de l'arrondissement de Longueuil relève de la Ville, j'ai pas de pouvoir sur les policiers. Et elle aurait pu ajouter, Mme Fournier, les policiers n'ont pas de pouvoir sur le ou la juge qui a décidé de libérer cette personne-là. Je vous dis ça tout en prenant acte du fait que, personnellement, je suis outré qu'on l'ait libéré, cette femme-là. Mais au moins, si on a des récriminations à faire du côté de Coalition Rouge, écoutez, envoyez vos lettres au ministre de la Justice fédéral, envoyez vos lettres au ministre de la Justice provincial responsable de l'administration de la justice, mais envoyez une lettre pour interpeller la Ville de Longueuil et la police de Longueuil là-dessus. C'est complètement stupide. Je veux vous parler maintenant, on l'a abordé tantôt avec Bénédicte, et on va y revenir avec plus de détails un peu plus tard. Il y a cette histoire très triste. C'est une cycliste qui a été tuée dans l'ouest de Montréal par une femme qui a été accusée de conduite avec les facultés affaiblies. Elle a été trouvée coupable, cette femme-là. Elle s'appelle Kristen Pride, et c'est pas un cas d'alcool au volant. C'est un cas d'attivant au volant. Elle a pris de l'attivant qui est, si j'ai bien compris, là, un calmant. Et ça l'a rendue somnolente. Elle était fatiguée. Elle s'est endormie. Elle a frappé la cycliste. On va revenir sur les détails tantôt avec notre ami Bénédicte, mais je veux parler du psychiatre Louis Morissette, témoin expert dans cette affaire-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du psychiatre Morissette, qui s'est illustré, qui a fait un fou de lui-même à plusieurs reprises dans les dernières années. Dans ce cas-là, le juge a passé dans le tordeur le témoignage du docteur Louis Morissette, qui a été appelé comme témoin expert par la défense. Parce que dans son rapport, à l'origine, le psychiatre Morissette là, soutenait largement la théorie de la couronne. Et là, quand il est rendu dans le box, à la barre, pour témoigner pour la défense, donc payé par la défense, le docteur Morissette a livré une version différente en minimisant le rôle joué par l'attivant. Et là, le juge dit la différence entre les deux témoignages du docteur Morissette est frappante. Il est passé du fait qu'il était très possible que les effets de l'attivant aient contribué à l'accident au fait qu'il n'avait aucune raison de penser que l'attivant avait joué un rôle dans l'accident. Je le souligne parce que les psychiatres, évidemment, ont bien le droit à leurs opinions quand ils vont témoigner comme experts devant des tribunaux, mais c'est pas la première fois qu'il fait un fou de lui-même, Dr. Louis Morissette. Il avait déjà été durement blâmé par son ordre professionnel. Il avait été chargé dans un litige de relations de travail de poser un diagnostic, une expertise sur un employé d'une université. Il avait produit un rapport, il n'avait jamais interviewé la personne, il n'avait jamais parlé. Dans un autre cas, dans deux procès là, hautement médiatisés, celui du tueur Francis Proulx, ça se passait dans le bas du fleuve, Dr. Morissette avait avoué avoir menti à la cour, et aussi dans le cas du fameux docteur Turcotte, là aussi,
Dr Morissette avait fait un fou de lui. Il avait détruit ses notes et il y avait aussi une question. Il avait témoigné comme expert. Il l'avait peut-être déjà eu comme patient. Ce qui ne se fait pas. Bref, si vous allez chercher Louis Morissette comme témoin expert, vous êtes mal pris. Dernière nouvelle que je vais aborder avec vous ce matin, là, les Québécois en bonne santé, semble-t-il, selon une dépêche de Radio-Canada, là, qui pourraient ne plus être suivis par un médecin de famille attitré. On prendrait d'abord et avant tout, on attribuerait d'abord et avant tout des médecins de famille à des patients dits vulnérables, des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui ont des cancers, des maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Donc, c'est une nouvelle à lire sur le site de Radio-Canada d'Alexandre Drolet. Je vous le dis, ça va hurler. Probablement que médicalement, c'est une très bonne idée d'envoyer des patients qui n'ont pas de problème particulier vers un GMF quand ils ont besoin de faire renouveler une prescription, quand ils ont des petits pépins de santé. Médicalement, ça se justifie probablement, mais politiquement, ça va hurler et j'ai bien hâte de voir la réaction du gouvernement à cette idée. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Il est beaucoup question de crimes désorganisés ces temps-ci à Montréal, au Québec. Ce qui est sûr, c'est que qu'importe l'appellation, il y a un changement de garde dans tout le crime organisé, dans les familles mafieuses. Ça a un impact très direct sur le quotidien de plusieurs commerçants à Montréal, par exemple, qui sont victimes d'extorsion. Il y a cet incendie là dans le Vieux-Montréal la semaine passée qui est probablement lié peut-être à une affaire d'extorsion. Et il y a aussi tout ce recrutement de jeunes adolescents pour faire des jobs sales pour les groupes criminalisés, des gangs de rue. Le commandant Francis Renaud est chef de la section du crime organisé au SPVM à la police de Montréal. Il est en studio. Monsieur Renaud, bonjour. Bonjour, bon matin, M. Lagacé. C'est une époque qui est assez fertile dans le crime. Il y a beaucoup de changements de garde. Qu'est-ce qui se passe présentement? On ne vous cachera pas que présentement, la criminalité à Montréal est en mouvance. Il y a de l'ébullition, il y a du changement. Il faut comprendre que le crime organisé n'est plus un modèle comme qu'on voyait dans le 10 ans, le 12 ans, avec un modèle pyramidal, avec un patron en haut de la pyramide qui donne des ordres aux subalternes. C'est révolu. À Montréal, tout de moins, c'est révolu. On parle d'un modèle cellulaire où ce que plusieurs équipes, plusieurs factions vont travailler en silo, puis ils vont s'acoquiner ou faire des partnerships avec d'autres équipes pour arriver à leur fin. C'est ça, c'est le modèle qu'on voit présentement sur le territoire. Est-ce que c'est un cliché de dire qu'à une certaine époque, les policiers du crime organisé pouvaient aller voir les grosses têtes et dire là, parlez à vos groupes affiliés sur le terrain, dites-leur que ça va trop loin, on va vous achaler s'il n'y a pas une accalmie. Est-ce que ça, c'était un cliché d'abord? Non, c'est pas un cliché du tout. C'était la réalité qu'on voyait. À 10 ans à peu près, on avait quelqu'un qu'on pouvait aller voir. Ou peut-être qu'il y avait 3 têtes d'affiche là, qu'on pouvait aller voir. Désolé. Puis ça calmait le jeu parce que ces individus-là étaient capables, justement, de par leur influence, de faire calmer le jeu. Présentement, c'est impossible de faire ça. Il n'y a personne à Montréal qui peut se targuer d'avoir le pouvoir d'influence pour calmer ce jeu-là. Tu sais, je sais qu'à une époque, là, les policiers pouvaient aller voir des chefs des Hells, des chefs de la mafia de Montréal. Là, il y a des groupes comme Arab Power, STL, des groupes comme ça. Ces gens-là, ce que vous me dites, c'est que les policiers ne peuvent pas aller les voir pour les raisonner. Non, exactement. Puis les groupes comme ça, ils n'ont pas un chef à leur tête. Ils ont des personnes influentes. Justement, ils se font confiance entre eux. Puis pour être membre de ces gangs de rue-là, il faut venir du même, on va dire du même village, mais c'est du même quartier, avoir les mêmes valeurs. Puis bien souvent, partager justement les mêmes activités. Mais ce que vous me racontez là, c'était aussi le modèle de la mafia. Donc, est-ce que c'est si nouveau que ça, ce qui se passe présentement en termes de sociologie des groupes criminalisés? Non, c'est bien que vous l'amenez, puis je suis pas criminologue, mais effectivement, c'est la même chose. Quand on parle des mafieux, bien évidemment, le caractère unique des mafieux, c'est qu'ils étaient tous italiens. Puis les Hells Angels, on le sait, on se cachera pas ici. C'est tous des Québécois francophones. Mais on voit du changement là-dedans. Puis si on regarde juste les voisins de l'Ontario, en Colombie-Britannique, puis on prend les Hells Angels, ce n'est plus juste une histoire de blanc. Ça fait longtemps qu'eux, ils ont accepté des membres de toute communauté dans leur rang présentement. Puis c'est la différence avec nos Hells ici, qui vont probablement changer eux aussi.
OK. Là, on a un phénomène d'extorsion, on a un phénomène d'incendie criminel. D'abord, sur l'incendie dans le Vieux-Montréal la semaine passée, est-ce qu'on peut dire que c'est lié à une tentative d'extorsion? Bon, l'incendie dans le Vieux-Montréal, vous le savez, c'est plate ce que je vais vous dire, mais aller me cacher derrière l'enquête en cours. Mais cependant, je vais ajouter quelque chose. Je veux juste que tout le monde comprenne que c'est assez unique comme événement. Puis c'est unique pour nous aussi, les policiers. C'est-à-dire que depuis vendredi, première heure, ça fait 7 jours que nos enquêteurs présentement travaillent 24 heures sur 24. Puis c'est pas un cliché, c'est 24 sur 24. Ça fait 7 jours que ces enquêteurs-là sont pas retournés à la maison. Puis je peux vous dire, ils n'arrêteront pas tant qu'on n'aura pas de résultats. C'est ça qui a été demandé. Est-ce que c'est vrai? Bon, il y a une photo qui a circulé, puis peut-être que vous allez vous cacher, comme vous dites, derrière le principe que l'enquête est en cours. Est-ce que c'est vrai que la personne qui a agi n'était pas seule? C'est difficile de répondre à cette question-là. On est justement en train de regarder toutes les pistes qui sont devant nous, ainsi que les photos, mais on n'écarte rien présentement. OK. Expliquez aux gens qui nous écoutent, c'est quoi le cas classique d'extorsion à Montréal en 2024? Comment ça se passe? Bon, l'extorsion, c'est une menace. C'est l'utilisation de la menace ou de la violence pour faire quelque chose à quelqu'un. OK? C'est ça la définition très simple de ce qu'est l'extorsion. Maintenant, il y a différents types d'extorsion qu'on voit. On a un prêt qu'un tenancier de bar ou de restaurant, parce que là, les extorsions qu'on voit, c'est les établissements licenciés, là, qui vont concocter un prêt pour que leur business roule, puis à un certain moment, ben peut-être à cause de taux d'intérêt qui sont trop élevés, parfois même criminels, ils seront incapables de payer. Puis ça ne veut pas dire que le prêteur est si dans la criminalité que ça, mais entretient des liens avec des gens qui le sont. Puis cette dette-là peut être achetée par quelqu'un d'autre qui, lui, est dans la criminalité forte. Puis là, ben c'est là que l'extorsion va commencer avec de la pression, des vitrines qui peuvent se casser, des cocktails Molotov, puis peut-être même des voies de fait. Des restaurants qui sont victimes d'extorsion, des bars, ça, c'est un classique. On a vu des incendies criminels ces derniers temps, M. Renaud, là, qui ont visé des salons de coiffeur, qui ont visé des dépanneurs. C'est mystérieux. Est-ce que, dans le crime désorganisé, là, on commence à ratisser plus large que les bars et les restaurants? Oui, exactement. Puis souvent aussi, ce qu'on voit, c'est des messages qui se passent avec ces gestes-là. Ne serait-ce que faire brûler le véhicule de la conjointe ou du frère ou dans la famille. Puis c'est ça qui est inquiétant. On a fait ça s'est vu? Oui, ça s'est vu. Ça s'est vu pour mettre de la pression sur quelqu'un pour qu'il vienne à payer son dû ou bien même qu'il se tasse de ses activités criminelles pour laisser place à quelqu'un d'autre qui veut prendre toute la place de cette activité précise-là. Quand on fait de l'extorsion comme ça, là, on parle de quelle sorte de montant? C'est-tu 1 000 $ par mois ou c'est 20 000 $ par mois qu'on demande? Le spectre est large. OK? On a vu des montants. On peut avoir un prix de départ à payer. On a vu des montants comme 100 000. C'est assez, ça peut être assez haut comme montant. Puis après ça, si on fait la gaffe de payer, ben on se met la main dans l'engrenage. Ça veut dire qu'après ça, on sait que tu es un payeur puis que tu mets la main dans tes poches, ben on va te faire payer encore plus. Mais on est pogné des deux côtés, comme on dit, M. Renaud, parce que si on paye pas, ben soit on passe au feu, on mange une volée dans la ruelle. C'est un peu ça. Puis le message hier qui est quand même clair, c'est, vous savez, les gens qui sont victimes d'extorsion, il y en a de tous les... Ça vient de partout. Il y a du bon monde, des bons citoyens qui ont des business legit, mais l'extorsion, c'est un peu sous-marin comme infraction. Puis souvent, on n'a personne qui nous appelle. C'est un chiffre noir. Pourquoi? Parce qu'on a des tenanciers, des restaurateurs, des business owners, des propriétaires qui trempent aussi ou qui entretiennent des liens avec le crime organisé. Puis le message qu'on veut passer, c'est... Moi, mes équipes dans le crime organisé sont très agiles, sont performants. On tend la main même à eux qui jouent des deux côtés de la médaille. Vous savez, il y a toujours moyen de s'entendre, puis on n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'en cours pour finir ou faire terminer ça. Francis Renaud, je veux qu'on parle, parce que, bon, vous êtes le commandant de la division du crime organisé au SPVM, vous connaissez cette réalité-là, du recours à des adolescents de plus en plus jeunes pour commettre des actes criminels là, par ces gangs de rue désorganisés. Le cas qui a frappé l'imaginaire, c'est celui d'un jeune de 14 ans qu'on a envoyé à l'abattoir en essayant d'intimider les Hells en Beauce. C'était un Montréalais. Il a été tué. Ce phénomène-là, puis je le souligne, là, il n'est pas que Montréalais. En France, on a des problèmes semblables et le chef de la guerre en a parlé hier. Comment on combat ça? Comment on convainc des jeunes qui ont 14 ans, qui sont impressionnables, de ne pas tomber dans la spirale du crime comme ça?
Il faut que ça se fasse sur plusieurs fronts. C'est pas juste la police qui a cette responsabilité-là. Puis, vous l'avez dit, hein, il y a d'autres endroits dans le monde qui voient le même phénomène. Puis même au Canada, Toronto, Vancouver voient la même chose. Montréal, c'est une métropole. Les tendances criminelles s'aperçoivent à Montréal bien avant partout au Québec. Puis les tendances policières, donc les techniques d'enquête qu'on met en place aussi se doivent d'être innovantes. Puis c'est pour ça qu'on a mis en place des stratégies comme les collectifs où ce qu'on va balancer entre la prévention puis la répression. Vous savez, je suis commandant au crime organisé, donc je suis beaucoup plus dans la répression. Mais je crois aussi à ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'on donne aux parents le choix, l'alternative de nous tendre la main puis d'ouvrir leur porte puis d'accepter que la police vienne leur dire que leurs enfants baignent peut-être ou entretiennent des liens avec des pas fins. Si on a besoin d'envoyer le message « Ouvrez la porte à la police », c'est que la porte n'est pas toujours ouverte par les parents. Malheureusement, c'est le cas. Vous savez, on est empathique à leur cause. Aux parents, c'est pas facile d'être parent. Puis là, c'est le père, Francis Renaud, qui vous parle. Puis on est tout le temps inquiet du cheminement de nos enfants. Ça crée de l'anxiété. Mélanger à ça avec des personnes peut-être qui ont différents backgrounds, qui viennent de partout au monde, puis que la police, ils savent pas qu'ils peuvent être gentils dans leur vie, là. C'est inquiétant d'avoir la police à leur porte. Nous, on fait juste passer le message. Ouvrez la porte. On vient vous parler, pas nécessairement pour arrêter vos enfants, mais des fois, c'est pour faire de la prévention puis de les aider. Puis le message est surtout envoyé, est-ce que je me trompe, à des parents des communautés maghrébines, pour l'instant? Entre autres, mais le message est également pour tous les parents de toute origine, mais entre autres, M. Lagacé, on se mentira pas, puis on a vu l'image, les parents qui sont sortis dans la rue puis qui se réunissent, puis ça, on tient ça à cœur pour vrai, c'est un cri du cœur des parents, là. Francis Renaud, il y a beaucoup de parallèles qui se font avec la guerre des motards, qui avait fait des victimes innocentes dans les années 90, et là, il y a une prise de conscience de la société, du politique, du législatif. Il y a des gens qui disent qu'on est à l'aube d'une époque semblable. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, à l'Assemblée nationale, a eu un échange avec le premier ministre. Et lui, ce qu'il a dit, M. Saint-Pierre Plamondon, il a dit « Ce qu'on me dit, ce qu'on entend des policiers, c'est qu'ils ont besoin de plus de moyens. » Je vous pose la question. Vous êtes un des généraux de la lutte au crime organisé. Est-ce que vous avez besoin de plus de moyens? Et si oui, lesquels? M. Lagacé, vous savez, on travaille les jeunes présentement. Si on parle de répression, effectivement, à votre micro, je suis prêt à dire que nos lois, il manque dedans côté juvénile. OK? Nos jeunes qui volent des voitures, puis quand on les attrape, qu'on leur donne un papier, puis qu'il faut qu'ils se présentent à la cour à une date ultérieure, c'est sûr et certain que le lendemain, bien, ça se peut que le même individu va encore voler des voitures, ça, on le voit. Je suis pas en politique, je suis un policier, puis je tiens à le dire. Par contre, il va y avoir des discussions à avoir avec le ministre Bonnardel qu'on rencontre aujourd'hui même. Fait qu'effectivement, on va avoir l'occasion d'avoir une écoute, puis on va parler de ces sujets-là. Je vous dirais aussi, on a des individus présentement, des têtes d'affiche de nos gangs criminalisés qui sont présentement incarcérés, soit au fédéral, soit au provincial, puis qui continuent d'entretenir leur groupe criminel à l'extérieur de par des moyens de communication, alors qu'on sait tous qu'ils n'ont pas le droit. Ils réussissent à avoir des cellulaires en dedans. Exactement. On aura les pourparlers. On a des pourparlers avec nos partenaires des services correctionnels. Bien évidemment, il faut qu'on se parle de ce sujet-là. Est-ce que le code criminel devrait être amendé? Est-ce que vous avez besoin d'outils législatifs pour faire face à cette nouvelle criminalité? On a les outils nécessaires dans le code criminel. On avait des peines minimales pour certaines infractions, comme la possession d'armes à feu avec munitions. Les bandits dans la rue en parlaient. Okay? Ça leur faisait peur. Ça leur faisait peur. Maintenant, je ne suis pas criminologue. Est-ce que ça a une cause à effet sur combien d'armes à feu dans la rue? Je ne le sais pas, je ne suis pas criminologue. Certainement que ça faisait craindre certains criminels. Ça, je peux vous le dire, j'ai été témoin de ça, les gens nous en parlent. Dernière question. Je l'ai dit, vous êtes un des généraux de la lutte au crime organisé et désorganisé, Francis Renaud. Là. Le scénario qui vous tient éveillé la nuit pour la prochaine année à Montréal, c'est quoi? C'est nos jeunes. C'est nos jeunes, on le voit. Puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, la criminalité est toujours en mouvance. On avait la violence armée qu'on a réussi à baisser de 26 %. Les vols d'auto, on est en baisse encore cette année. On réussit par les messages qu'on fait, par les actions. Présentement, les extorsions, ça va être quoi? Ça va être la crypto-monnaie, ça va être les fraudes. On va revenir aux stupéfiants. Sachez qu'on est très agile à la police de Montréal. On est à l'affût de toutes nouvelles tendances. Puis c'est là que des gens comme Eclipse, dans nos institutions licenciées, sont aux premières loges de voir arriver ces tendances criminelles-là.
Il faut juste rester éveillé, M. Lagacé, puis pas trop cligner des yeux. Bon, on vous souhaite de pas trop cligner les yeux, même la nuit. Merci d'être venu nous voir, M. Renaud. Je souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était le commandant Francis Renaud, chef de la section de la lutte au crime organisé à la police de Montréal. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. J'ai trop côtoyé Bernard dans les couloirs de cette station pour lui donner du vous. Donc, bonjour Bernard. Bonjour Patrick. Bernard, l'année passée, en 2023, notre collègue de Cogeco Nouvelles, Valérie Leboeuf, a sorti une série de révélations sur une école primaire de Montréal, l'école Bedford. Et ce qu'elle a brossé comme tableau, c'est que dans cette école, il y avait un groupe dominant d'enseignants, principalement maghrébins, qui semaient une sorte de terreur dans le climat de travail avec les collègues, mais aussi dans les classes avec les élèves. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. T'as pris acte de ça. T'as demandé une enquête et là, les résultats de l'enquête sont sortis. Valérie Leboeuf avait raison avec ses observations et c'est un climat très grave à l'école Bedford. Exactement. Tu as très, très bien résumé le rapport d'enquête qui est maintenant disponible, qui est public. C'est pour ça qu'à matin, j'annonce qu'on va envoyer 2 accompagnateurs dans cette école-là qui vont devoir nous proposer d'ici la fin novembre un plan d'action pour rétablir un climat sain et sécuritaire dans l'école et pour les élèves et pour le personnel, qui vont devoir nous proposer également des façons de trouver des solutions là, pour les problèmes d'ingérence, là, parce que ce clan dominant dont vous parlez a essentiellement pris le contrôle de l'école, assurer également la compétence de certains de ces enseignants, notamment par de la formation. Donc, 2 accompagnateurs dans cette école. Ensuite de ça, 11 enseignants du clan dominant qui sont mis sous enquête. Donc, je déclenche 11 comités d'enquête, un comité par enseignant, pour vérifier s'ils ont commis une faute grave comme enseignants dans l'exercice de leur fonction ou s'ils ont, par des gestes ou des actes, porté atteinte à l'honneur de la profession enseignante. Au terme de ces enquêtes-là, le brevet pourrait être maintenu avec conditions ou encore suspendu ou même révoqué. Il pourrait évidemment, si les comités d'enquête ne sont pas concluants, évidemment, il n'y aura pas de sanction. Mais s'il y a sanction, il y a ces 3 possibilités-là. En faisant les vérifications à Bedford, en faisant l'enquête à Bedford, on a eu des informations à l'effet que d'autres écoles de Montréal pourraient être touchées par des phénomènes semblables, des comportements similaires, peut-être pas avec la même intensité. Alors ce matin, j'annonce qu'on va déclencher une vérification dans 3 autres écoles. L'école Saint-Pascal-Baylon, une école primaire dans Côte-des-Neiges, comme Bedford, Côte-des-Neiges. Une autre école primaire dans Saint-Michel, l'école Bienville, puis l'école secondaire Lavoie dans Côte-des-Neiges. Et 4e, Patrick, je dis au directeur, à la direction générale du Centre de services de Montréal de prendre tous les moyens. Je leur demande formellement de prendre tous les moyens, y compris les moyens juridiques, pour mettre fin aux ingérences dans les conseils d'établissement qui font en sorte que ces conseils-là n'agissent pas dans l'intérêt de l'enfant. On va décortiquer tout ça, Bernard. Revenons à l'école Bedford. Après ça, on va parler de la composante religieuse, culturelle, etc. À l'école Bedford, les enquêteurs t'ont remis un rapport de 90 pages. Explique aux gens ce qui t'a troublé dans ce rapport-là. Ah, mon Dieu. D'abord, les gestes commis envers les enfants. Il y a des gestes physiques, là. Il y a beaucoup d'humiliation, des enfants sur lesquels on crie. T'sais, on crie sur l'enfant, là, mais on crie souvent, puis on crie beaucoup. De la négligence par rapport à la surveillance des élèves dans les cours d'école. Le refus de reconnaître les besoins particuliers des enfants, le refus, par exemple, de reconnaître que l'autisme existe. Donc, le refus de permettre à un professionnel ou une professionnelle de venir en aide à un élève dans la classe. Non seulement on ne permet pas à la professionnelle ou à la technicienne en éducation spécialisée de venir en aide aux enfants qui en ont besoin, mais on ferme la fenêtre, on bloque la fenêtre pour pas que les professionnels ou d'autres personnes voient ce qui se passe dans la classe. Écoute, à un moment donné, il y a un élève qui perd connaissance. L'enseignante... écoute, je suis désolé. L'enseignante du groupe dominant? Se met à prier plutôt que de porter secours à l'enfant. Finalement, c'est prier?
Oui, c'est écrit comme ça dans le rapport, Patrick, puis je me colle sur le rapport, moi, là. À un moment donné, tenter de fermer la porte sur les doigts d'un élève, pousser un élève jusqu'à ce qu'il tombe au sol, des comportements qui n'ont pas de bon sens, qui sont absolument inacceptables, de la violence psychologique, beaucoup, là, un enfant qui a des difficultés, qui se fait traiter de paresseux, qui dit, il n'y a rien à faire avec toi, t'es un enfant gâté, t'es une cause perdue. Ça, c'est pour les enfants. Alors, puis après ça, c'est entre collègues, beaucoup d'intimidation, d'incivilité du clan dominant envers le clan minoritaire, si on peut dire, qui a depuis quitté l'école, pour la plupart d'entre eux, de guerre lasse, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'appui, parce qu'ils se sont plaints et on les a pas entendus, parce que le syndicat ne les a pas défendus, a défendu plutôt le clan dominant. Écoute, Patrick, la liste est longue, là. Les sciences et l'éducation sexuelle qui ne sont pas enseignées correctement dans l'école ou qui ne sont pas enseignées du tout. Les sciences, Patrick, les sciences, la science et l'éducation sexuelle qui ne sont pas enseignées dans une école québécoise. Au nom de quoi? Ben, au nom d'une idéologie. C'est comme ça que le rapport le dit. Idéologie dans le rapport, Bernard, mais pour avoir parlé avec Valérie Leboeuf, il y a un aspect culturel, il y a un aspect religieux. Il faut le dire, puis la religion, c'est l'islam. Il faut le dire, il y a dans le groupe dominé des enseignants maghrébins musulmans qui s'opposaient à ces intégristes. Ça, là, il faut le répéter constamment. Dans le clan dominant, la majorité était effectivement, la vaste majorité était effectivement des enseignants d'origine maghrébine. Mais il y avait dans cette école, et il y a toujours dans cette école des enseignants d'origine maghrébine qui ne sont pas d'accord et qui n'étaient pas d'accord avec les comportements, les attitudes, les dictats, la volonté de contrôle du clan dominant. Donc, c'est pas parce que tu es d'origine maghrébine que tu étais dans le clan dominant. Alors, il faut le dire, ça, c'est important. C'est pas monolithique. Non. Maintenant, moi, je suis comme citoyen soulagé de voir que le gouvernement intervient. Cependant, je te pose la question que je me posais quand Valérie Leboeuf venait faire ses reportages à l'émission du Retour. Où était l'employeur, le Centre de services scolaires de Montréal? Où était le syndicat pour régler ces problèmes-là? Comment se fait-il que des problèmes semblables se rendent jusqu'au ministère? Bien, moi, je te dirais, Patrick, ça a commencé autour de 2016-2017, là, cette dynamique-là. Moi, je m'explique pas. J'ai pas eu une plainte. Le ministère de l'Éducation n'a pas reçu de plainte. Tous ces enseignants là, qui à l'interne, là, se battaient là, contre le clan dominant pour dire vos façons de faire, vos façons d'enseigner, vos façons de vous comporter, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas eu de plainte. La direction d'école, qui était confrontée à ces comportements, qui a essayé dans certains cas de les combattre. Bernard, les directions, parce que tout le monde sacrait son camp à peu près à un an après l'arrivée. Le syndicat non plus. Il n'y a personne qui a porté plainte. Puis moi, pour en répondre à ta question, l'explication, puis honnêtement, je ne m'explique pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de plainte, mais si je peux tenter une hypothèse, c'est la crainte des représailles. C'est ce qui transpirait des conversations que Valérie Leboeuf avait avec ses sources. Le monde avait peur. Les gens avaient peur. Pourquoi le monde avait peur? Qu'est-ce qui faisait que les gens avaient peur? C'est gros, la peur. La force du nombre, puis l'attitude... Écoute, c'est intense, là. Tu lis le rapport, là, puis j'invite les gens qui nous écoutent à aller le lire. Il est sur le site Internet du ministère de l'Éducation, là. Mais, Patrick, c'est de la violence, là. Tu sais, c'est de l'intimidation, tu sais, à un moment donné, un directeur, il essaye, là. Il essaye de démarrer ce qui s'appelle un processus de supervision pédagogique, là. Tu sais, il essaye, dans le fond, de dire à certains enseignants, vous avez un problème, là, il faut que vous corrigiez vos façons de faire. Et à un moment donné, les 11 du clan dominant se parlent, puis se concertent, puis à un moment donné, ils attendent le directeur, puis ils l'encerclent dans l'école. Écoute, là, t'es tout seul, t'en as 11 autour de toi, puis qui te disent, écoute, laisse-les tranquilles, là. Lui, là, t'as pas d'affaire à... Il y en a pas de problème, c'est toi qui as un problème. Au nom, bien souvent, de l'autonomie professionnelle. Eh oui, le rapport le dit, ça. Ce principe-là
pour les gens qui sont pas là, qui baignent pas dans le milieu de l'éducation, c'est le principe que tu devrais pas pouvoir dire à un prof quoi faire parce qu'il est un professionnel, elle est une professionnelle, elle sait quoi faire. Dans ce cas-là, c'était utilisé comme bouclier contre le gros bon sens. Puis le rapport est très, très clair là-dessus. À toutes les fois, par exemple, qu'une direction d'école disait il faut, vous devez participer à des formations. Non. Il y a des problèmes d'incivilité. On va créer un comité du vivre ensemble pour essayer de créer un esprit d'équipe, puis une équipe école. Tu comprends? Non, on ne participera pas à ces travaux, à ce comité, parce qu'il n'y en a pas de problème de vivre ensemble. Et donc, il n'y a même pas de reconnaissance de la part des gens qui sont responsables de ces comportements. Il n'y a même pas une reconnaissance qu'ils ont des choses à corriger. Et plutôt que d'aider, malheureusement, à toutes les fois que les enseignants se sont tournés vers leur syndicat, l'Alliance les retournait à l'école en disant « réglez ça à l'école ». Puis le Centre de service scolaire de Montréal, écoute, la nouvelle directrice générale, Mme Gélina, elle est là depuis 2022, là, elle travaille en collaboration avec nous, elle est aussi déterminée que nous de rétablir un climat sain et sécuritaire dans cette école-là. Parce que l'objectif de ce qu'on annonce aujourd'hui, là, Patrick, là, c'est rétablir un climat sain et sécuritaire dans cette école-là pour nos élèves, pour nos enfants, puis pour le personnel scolaire. Puis le fait qu'on envoie des vérificateurs dans 3 autres écoles, ça signifie également qu'on n'acceptera pas. On n'acceptera pas que ce type d'atmosphère, d'environnement, d'attitude, de comportement s'étende dans les écoles de Montréal. Tu as mentionné l'école Lavoie, où il va aussi avoir une sorte d'enquête, là. L'école Lavoie, pour situer les gens, c'est cette enquête qui a défrayé la manchette il y a quelques semaines. Il y a un enseignant stagiaire qui est allé là, homosexuel, ouvertement homosexuel. Il a été la cible de bullying de la part d'élèves et lui, il s'est dit pas soutenu. Moi, j'ai entendu des infos là-dessus à propos du conseil d'établissement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des conseils d'établissement qui sont infiltrés, noyautés, ciblés par des parents hyper religieux? Ils sont infiltrés, ciblés. Est-ce que c'est par des parents hyper religieux? Pour le moment, j'ai pas cette information-là. C'est une hypothèse, très certainement, que j'ai entendue comme toi. Maintenant, la vérification va nous permettre d'en savoir plus. Mais c'est déjà clair, Patrick, c'est la 4e mesure, si je peux dire, là, que je prends ce matin. Je dis au Centre de service scolaire de Montréal, vous avez les pouvoirs juridiques de mettre en tutelle un conseil d'établissement s'il n'agit pas en fonction de l'intérêt de l'enfant. S'il y a des conseils d'établissement qui sont noyautés par des parents qui sont animés par toutes sortes de valeurs ou de convictions qui n'ont rien à voir avec le bien de l'enfant, ben vous pouvez, à un moment donné, mettre un holà à ça. Et je vous demande de le faire. Le message est très clair. Bernard, merci beaucoup. Bravo. Je veux dire, Patrick, moi j'ai été journaliste, là. Je veux juste dire bravo à Valérie Leboeuf. C'est du journalisme d'enquête de très haut niveau. Elle a fait œuvre utile, elle a fait bouger les choses, puis je veux la féliciter et je veux la remercier pour le travail qu'elle a fait parce qu'elle s'est mise au service de l'intérêt public. Et toi, tu as accepté de diffuser ces reportages-là dans ton émission, puis ça prend de la part de Valérie, puis de ta part, puis de la part de la station, il y a une part de courage, il y a une part d'intérêt public. Bien sûr, il faut mettre en onde ces histoires-là. C'est important. Parce qu'on le fait pour nos enfants, puis on le fait pour nos écoles. Mais ça prenait une dose de courage pour le faire, puis je veux vous féliciter et je veux vous remercier. Valérie, toi, puis la station. Bravo. Surtout Valérie, je te dirais, Bernard. Elle a ramé dans la gadoue dans cette histoire-là, franchement. Là, imaginez-vous les pressions qu'elle a pu avoir. Imaginez-vous... Oui. Et je lis le rapport, là. Je lis le rapport, Bernard. Quand les profs du groupe dominant ont été confrontés, l'accusation de racisme est sortie assez rapidement. Mais voyons donc, c'est sûr. C'était Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Merci, Bernard. Salut, Patrick. On va aller maintenant en Caroline du Nord. Pourquoi la Caroline du Nord? Bien, parce que c'est un État qui a été durement touché par le précédent ouragan.
Hélène. Ça avait frappé en Floride, oui, mais ça avait fait tomber sur plusieurs États américains, dont la Caroline du Nord, là, des pluies absolument torrentielles qui ont causé beaucoup, beaucoup de dommages. Donc, Stéphane Perreault est chef de mission de Gagnon Lynn. Gagnon Lynn et Holland Power, il se trouve en ce moment en Caroline du Nord. Il va se rendre plus tard en Floride quand les routes vont être plus accessibles. Bonjour, Stéphane Perreault. Oui, bonjour, M. Lagacé. Décrivez-moi donc votre travail quotidien en Caroline du Nord, là, ces jours-ci. Notre travail quotidien, nous, commence très tôt le matin. Ce qu'on a à refaire, nous autres, c'est de restaurer le réseau électrique de la Caroline du Nord, de la compagnie Duke. On est Gagnon Line et Holland Power Service qui travaillent sur cette reconstruction-là. Et on travaille à tous les jours à remplacer des poteaux, changer des transformateurs, monter le fil, remettre le courant ou l'électricité à chacun des citoyens. C'est ce qui fait partie de notre travail. Votre principal défi au quotidien, c'est quoi le plus gros obstacle? Le plus gros obstacle qu'on a eu, disons, sur cette tempête-là, qu'on n'a pas à toutes les tempêtes. Moi, je vous dirais que ça fait très longtemps que j'ai pas vécu ça, là. C'était les communications. On a eu des problèmes de communication. On a eu la perte de réseau cellulaire, la perte d'Internet et la perte... Quand tu enlèves tout ça, tu enlèves toutes les cartes de crédit, tu enlèves toutes les stations-service. Là, tu dois fonctionner seulement avec du cash money. Et c'est chose qu'on n'était pas préparé. Pour donner une idée de la destruction, M. Perreault, là, j'ai vu des médias américains qui expliquaient que pour rejoindre certaines régions coupées du monde, on ne pouvait pas y aller en VTT, on ne pouvait pas y aller par la route avec des véhicules, on y allait à dos d'âne puis de cheval. Oui, ça se peut. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de dos de cheval. Par contre, j'ai vu plus d'hélicoptères que d'eau d'âne. Effectivement. Ouais. Prochaine étape pour vous et vos équipes, c'est en Floride? Nous, ce que nous devons faire, c'est de satisfaire notre client. Puis présentement, on est en Caroline du Nord. La majorité de nos équipes, c'est toujours en Caroline du Nord. Et on doit restaurer la première tempête. Et on a des équipes qui sont maintenant déployées, sont rendues à Davenport, près d'Orlando, qui ont commencé à travailler hier, suite à la tempête. Et on finit la tempête Hélène et on passe à la suivante ensuite. Fait que vous en avez encore pour quelques semaines là, avec vos équipes. Ça, on ne sait jamais quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Mais avoir la quantité des dommages et le nombre de clients qui est hors tension, on a encore pour quelques jours, ça, c'est sûr. En terminant, M. Perreault, est-ce que vous avez un message pour vos équipes, là, pour vos employés qui travaillent extrêmement fort? Là? Oui, je voudrais remercier vraiment chacun des monteurs qui sont loin de leur famille. Et en particulier, j'aimerais aussi remercier les compagnies comme Hydro-Sherbrooke, Hydro-Magog, Hydro-Jonquière, Hydro-Quaticook et bien sûr Hydro-Québec qui permettent à leurs employés de prendre des vacances pour venir travailler avec nous et pour aider les sinistrés, puis augmenter aussi leurs expériences en cas extrême. C'est assez extraordinaire tout ce que les employés font. Fait que j'aimerais vraiment souligner ça pour pouvoir les remercier. Vous avez bien fait de le dire. Le message est passé. C'est un bel exemple de solidarité. Quand nous, on a des problèmes, il y a des Américains aussi qui, parfois, viennent nous aider là, à rétablir les lignes d'électricité. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Au plaisir de vous reparler, M. Perreault. Merci, M. Lagacé, et bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine. C'était Stéphane Perreault, chef de mission de Gagnon Line and Holland Power, se trouve en ce moment en Caroline du Nord. Vous l'avez entendu, il y a déjà des équipes qui sont aussi en Floride. Voici
Patrick Lagacé. Très content d'accueillir en studio Jean-François Lépine pour faire le point sur tout ce qui se passe en politique internationale. Salut Jean-François. Bonjour Patrick. Une autre semaine mouvementée. Et là, hier, le cabinet de guerre israélien s'est réuni. On devait approuver là, le plan de riposte à cette attaque de missiles de l'Iran. Et on sait que la façon dont Israël va répliquer, là, c'est un sujet de tension important entre Washington et Jérusalem. Oui, on l'a vu cette semaine, le président Biden qui a eu un entretien privé avec le premier ministre Netanyahou pour lui dire « Faites preuve de retenue, attention à ce que vous allez faire. » Pourquoi? Parce que si on riposte trop fort, si on attaque l'Iran par exemple, si on attaque ses infrastructures nucléaires, par exemple, les conséquences de tout ça pourraient être terribles. L'Iran même qui a dit publiquement hier, si vous attaquez nos infrastructures nucléaires, vous franchissez une ligne rouge. Je te parle souvent de ces fameuses lignes rouges dans les conflits. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'évoquais ici un rapport d'une commission sur la sécurité nationale aux États-Unis qui disait « Le monde devient de plus en plus complexe et peut-être que les États-Unis vont être de moins en moins capables de faire face à plusieurs foyers majeurs de conflits qui pourraient se développer dans le monde. » Alors là, le danger de l'extension du conflit au Moyen-Orient, l'Ukraine, dont on pourrait parler aujourd'hui, et aussi, il y a des tensions énormes aujourd'hui entre la Chine et Taïwan, dont je voudrais parler si j'ai un peu de temps là-dessus. Donc là, pour l'instant, ça se passe au Moyen-Orient. Quelle va être la décision de ce gouvernement qui est contrôlé par la droite, mais aussi l'extrême droite israélienne, et qui rêve, ce gouvernement Netanyahou, de profiter de l'occasion pour donner un vrai coup à l'Iran et peut-être même de déstabiliser le pouvoir des ayatollahs en Iran, qui est déjà durement à l'épreuve par des crises internes, une économie qui va mal, puis on le sait, des manifestations partout. Alors, entre-temps, sur le terrain, ça dégénère là aussi. On parle d'une frappe au centre de Beyrouth hier qui a fait 20 morts et 117 blessés. On parle de frappe à Gaza dans une école. L'ONU dénonce encore une fois des crimes de guerre. Une situation au Liban où il y aurait plus d'1 million de réfugiés ou près d'1 million de réfugiés qui se promènent dans ce pays-là qui est déjà éprouvé, dont l'économie est à terre. Ce matin, on dit encore 190 projectiles envoyés par le Hezbollah vers Israël. Donc, on s'aperçoit que la milice du Hezbollah semble malgré tout encore capable. Alors, où est-ce que tout ça s'en va? On a même vu hier des affrontements entre l'armée israélienne qui est de plus en plus sur le terrain dans le sud du Liban et qui a affronté, en tout cas, qui a eu des échanges de tirs avec des troupes des Nations Unies, la mission UNIFIL, qui est une mission de paix dans le sud du Liban, justement à la suite de la guerre de 2006. Il y a des soldats de l'ONU qui ont été blessés. Exactement. Aussi. Il y a eu 2 blessés, en tout cas jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va continuer aujourd'hui? On imagine, là, les pauvres soldats de l'ONU sont au milieu d'un affrontement où il y a une milice qui est difficile à contrôler, et puis il y a l'armée israélienne de plus en plus agressive qui veut en finir avec sa milice-là. Quoi faire? Comment réagir? On le sait que les troupes de l'ONU peuvent, dans certaines situations extrêmes, se défendre, mais ils ne sont pas équipés pour se battre. Alors, c'est très vulnérable et tout ça. Et puis, pendant ce temps-là, il faut le mentionner, il y a un projet qui est en partie proposé par les États-Unis, qui dit au premier ministre libanais, Najib Mikati, et au président du Parlement, Nabi Berri, c'est 2 factions différentes, 2 politiciens de partis différents, profiter de la situation actuelle pour enfin élire, que l'Assemblée nationale libanaise élise un président. Il n'y a pas de président du pays depuis 2 ans à peu près exactement. C'est un gouvernement très faible. Et c'est un gouvernement faible. Donc, est-ce qu'on peut profiter des circonstances pour renforcer le gouvernement et l'armée libanaise, parce qu'il y a une armée libanaise, et peut-être diminuer, consacrer la diminution de l'influence politique du Hezbollah? Il y a beaucoup de pays arabes, comme l'Arabie saoudite, qui sont d'accord avec un plan comme celui-là, mais d'autres pays, comme le Qatar, qui a aidé beaucoup financièrement le Hamas, entre autres. Et les négociations sont souvent là. Et c'est ça, le Qatar
sénateurs qui est au milieu de tout ça, qui disent non, il ne faut pas enlever les pouvoirs politiques qu'a le Hezbollah, qui est aussi un parti politique au Liban. Bref, c'est une situation extrêmement compliquée. OK, parlons d'un autre front qu'on a tendance à oublier un peu là, depuis ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que la situation est critique en Ukraine. Là, les Ukrainiens vont passer un 3e hiver en guerre contre un ennemi, il faut le dire, Jean-François, qui fait quand même des gains sur le terrain. Oui, qui fait des gains minimes, mais quand même qui fait des gains presque constamment. Il n'y a pas de changement décisif ni d'un bord ni de l'autre, mais c'est une situation extrêmement tendue. Puis comme tu le dis, il y a l'hiver qui s'en vient, l'économie de l'Ukraine qui est en difficulté. Alors, le président Zelensky est en tournée en Europe. Il devait y avoir cette semaine une réunion dans une base militaire en Allemagne où le président Biden devait être là, Justin Trudeau aussi. En fait, les alliés qui aident militairement l'Ukraine, et il devait y avoir là des décisions importantes qui allaient se prendre, mais M. Biden est retenu aux États-Unis à cause de Milton, à cause de tout ce qui arrive. Donc, ça a été reporté, mais lui, Zelensky, il a décidé quand même de faire la tournée européenne, Angleterre, France, Italie. Pourquoi? Pour dire à tous ces gens-là, écoutez, continuez à nous aider, on a besoin de vous, parce qu'il y a une lassitude qui s'installe et qui risque de s'installer. Et il y a toujours la question des missiles longue portée. Moi, on n'a toujours pas tranché là-dessus. Exactement. Sur l'utilisation en territoire russe. C'est vraiment symptomatique parce qu'à Londres, il y avait, avec le premier ministre britannique, il y avait aussi le secrétaire de l'OTAN, Mark Rutte, qui est le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Et il dit, lui, moi, ce sont les pays qui décident si vous pouvez utiliser les missiles qu'ils vous envoient. La dynamique, là, c'est qu'autant l'Angleterre, la France que les États-Unis mettent à la disposition de l'Ukraine des missiles de longue portée qui peuvent frapper à l'intérieur du territoire russe. Donc, par exemple, dans des centres d'approvisionnement des troupes russes, dans des centres stratégiques. Et on leur dit en même temps, non, on vous demande de ne pas le faire parce que Moscou percevrait ça comme, encore une fois, une ligne rouge. Et les Russes tirent avantage de ça, Jean-François, exactement. Parce qu'ils tirent de leur territoire. Tout à fait. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Le territoire ukrainien est mal protégé contre les attaques aériennes. Donc, le système, par exemple, énergétique ukrainien est handicapé à la veille de l'hiver qui s'en vient et tout ça. Donc, c'est une grande... où l'Angleterre dit, moi, je suis bien prêt à vous permettre d'utiliser mes missiles de longue portée pour frapper à l'intérieur, mais j'attends les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont au cœur de tout ça. Ils hésitent encore, le président Biden, de peur de provoquer Moscou et d'élargir le conflit. Moscou qui menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est des armes nucléaires plus ciblées, mais qu'il menace d'utiliser le cas échéant. C'est le même enjeu qu'au Moyen-Orient, là. On le voit, si on frappe trop fort, l'ennemi peut dire, là, vous allez passer et il y aura un ressac. OK, mais là, entre-temps, il faut le dire, là, la Russie fait quand même des gains mineurs, mais quand même fait des gains. Tout à fait. Et puis juste pour dire, pour montrer à quel point c'est pendant que le président Zelensky est en Europe pour parler aux leaders européens, le Parlement ukrainien a annoncé une augmentation de taxes de 1,5 à 5 % pour les Ukrainiens, pour financer l'économie et surtout pour financer la guerre. 50 % des profits des banques et des institutions financières. Alors, ça montre à quel point la situation en Ukraine est à un point tournant d'une certaine façon. Parlons un peu, Jean-François, de Taïwan. Il n'y a pas de guerre, mais il y a quand même une menace de guerre avec la Chine. Oui, puis pour te montrer le ton de cette histoire-là, le président taïwanais, qui s'appelle William Lai ou Lai Ching-de, il a profiter de la fête nationale taïwanaise le 10 octobre. C'est important, les chiffres pour les Chinois, 10-10, c'est très important. Okay. Pour faire un discours où il a dit quelque chose d'extrêmement provocateur pour le pouvoir chinois à la Chine continentale. Il a dit « Aucun de nos deux pays ne devrait être subordonné à l'autre. Vous n'avez pas autorité sur nous. » Parlant à Pékin, parlant au président Xi Jinping, un président qui est obsédé par l'idée de devenir le premier chef d'État moderne de la Chine à réunifier l'ancienne Chine, donc à faire en sorte que Taïwan soit intégré démocratiquement ou pas à la Chine. Et ça, c'est le grand enjeu. Il a dit, la Chine ne peut même pas être la mère patrie de Taïwan parce que les racines chinoises de Taïwan sont plus anciennes que celles du gouvernement chinois ou de la direction actuelle de la Chine. C'est une promesse
provocation en termes de langage. Et ce président-là, c'est un indépendantiste avoué. Évidemment, à Taïwan, on peut s'avouer indépendantiste sans procéder à l'indépendance unilatérale parce que les Chinois, là, vraiment ne permettraient jamais ça. Donc, il y a une espèce de tension là, qui règne tellement que la semaine d'avant, le 1er octobre, le président Xi Jinping avait, dans son discours, lui, pour la fête nationale de la Chine, qui est le 1er octobre, avait dénoncé le séparatisme au pouvoir à Taïwan comme étant une menace à la sécurité de Taïwan. Et après le discours du président Lai, dont je t'ai parlé, les Chinois ont envoyé autour de l'île de Taïwan 10 navires de guerre, une vingtaine de chasseurs bombardiers qui ont, une partie de ces avions-là ont franchi entre Taïwan et la Chine. Il y a le détroit de Taïwan et il y a une ligne de démarcation théorique, mais sur les cartes, qui est au milieu du détroit. Ils ont franchi la ligne pour entrer sur le territoire de Taïwan. Et ça a duré pendant 24 heures, ces manœuvres-là. Et c'est les manœuvres les plus importantes dans ce sens-là, depuis que ce conflit-là, depuis que les tensions augmentent. Donc, c'est extrêmement important il pourrait y avoir là aussi un élément de déstabilisation face auquel les États-Unis sont absolument pas préparés. Jean-François, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine. C'était Jean-François Lépine. Chronique du vivant avec Pierre Gingras. Hey, c'est concept. C'est concept. Oui, parce que Pierre est notre chroniqueur à toutes choses vivantes. Et là, mesdames et messieurs, d'abord, tous les joyeux lurons sont là, en plus du préfet de Varennes. Oui, Alain Crête qui est là pour un segment qui vient de sentir une fleur qu'on se passe comme ça autour de la table. C'est un lilas 3e génération, Pierre? 3e génération. Qu'est-ce qu'il faut? 3e floraison. Mon Dieu. Mais c'est encore plus impressionnant, non? Mais tu vois, Pierre, pourquoi c'est toi le chroniqueur du vivant et pas moi? Non, mais je voulais aviser pourquoi je les ai apportés, parce que beaucoup de gens ignorent qu'effectivement, certaines espèces et variétés de lilas fleurissent minimum 2 fois durant la saison. C'est-à-dire que tu as une floraison très, très abondante au printemps. Oui. Et ensuite, en juillet, fin août, tu as une deuxième floraison qui l'est un peu moins. Mais à l'occasion, et cette année, c'est vraiment le fait, ces mêmes lilas, qui sont des lilas, soit en passant, qui sont des lilas nains, donc qui atteignent maximum 2 mètres de hauteur. Mais ces lilas-là vont produire une floraison à ce temps-ci de l'année, et cette année, elle est particulièrement abondante. Et soudainement, c'est spectaculaire. Ça sent bon dans le studio. Oui, franchement. Je pensais que c'était moi qui sentais bon. Je vais me frotter du lilas sur les mains avant de partir. Bon, Pierre, parlons de ton sujet principal qui est les outardes touristiques qui ont perdu le nord. Mais avant, je sais que t'aimes ça quand je t'interromps comme ça. Le gars, il casse mon élan. Oui. Parce que je voulais parler un peu d'immigration. La dernière fois, j'ai pas pu terminer mon sujet. Okay. C'est que l'immigration, pourquoi? Parce qu'on est en pleine, on a des ouragans partout. Et effectivement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que pour un oiseau, si petit soit-il, aussi gros soit-il, la migration, c'est la période la plus difficile de son existence. Difficile pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que d'une part, il y a les prédateurs séjours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un grand nombre d'oiseaux migrent la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que A, il n'y a pas de prédateurs. B, la température est plus fraîche. Il y a moins de vent. C'est tous des facteurs qui favorisent ainsi la migration. Vous allez me dire, mais il ne fait pas clair. Non, mais c'est le magnétisme. Il se guide par le magnétisme terrestre. Et on pense que aussi le ciel peut les aider à se déplacer. Cela dit, quand je parlais de problèmes migratoires, des problèmes qui causent des mortalités importants, mais les ouragans, c'est des exemples très, très importants. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces oiseaux-là, effectivement, vont passer à travers le golfe du Mexique ou encore à l'Atlantique, vont faire le tour, et souvent, ils vont être ramassés par des ouragans. Donc, on a vu des tempêtes où les vents sont 150-200 km/h. Vous devinez très bien qu'un oiseau qui fait 2-3 grammes, lui, il revole littéralement. Et je me souviens d'une année où il y avait des martinets. Martinets, ça niche dans les cheminées, soit en passant. Il y avait un groupe de martinets qui a été ramassé au-dessus de l'Atlantique et qui est revenu. Les vents les ont ramenés à Terre-Neuve, dont il arrivait. Donc, ça les a renvoyés à destination. Ils ont renvoyé à destination. Pauvres eux. Pauvres eux, et plusieurs sont morts parce que ces martinets-là, encore une fois, se reposent dans les cheminées. Et c'était à une époque de l'année, parce que c'était déjà commencé, c'était à une époque où on avait commencé à faire chauffer les cheminées. Donc, plusieurs d'entre eux ont été fumés ou cuits.
On sympathise. C'est une tristesse, moi. C'est une tristesse incommensurable, j'en conviens. Je sais que ce sont des bêtes fascinantes. Ces oiseaux-là n'ont pas une faculté, je ne sais pas moi, par des radars ou autres, là, de deviner qu'il y a un ouragan dans leur trajectoire? Mais si tu regardes la façon dont les ouragans, nous autres, même quand tu regardes les institutions qui suivent les ouragans, c'est souvent pas instantané. Là. Si tu as un oiseau, ça y prend 2 semaines pour se rendre à tel endroit, mais lui, quand il part, il part. Il a beau arrêter en chemin, mais quand les vents les ramènent, c'est ça. C'est assez intéressant aussi de constater que certains oiseaux, notamment l'hirondelle des granges, qu'on appelle aujourd'hui hirondelle rustique, c'est un peu comme les outardes. Tu vas me voir arriver aux outardes. C'est qu'à un moment donné, certains d'entre eux ou certaines d'entre elles décident de rester à demeure. En d'autres termes, les hirondelles rustiques, les hirondelles des grands, qui migraient en Argentine, mais un certain groupe d'entre elles restent en Argentine à l'année longue maintenant. Ils reviennent plus. Ils reviennent plus. Non seulement ils reviennent plus, ils font une migration à l'envers. C'est quand c'est l'hiver à l'Argentine, ils remontent un petit peu dans le nord, mais lors de l'hiver austral, évidemment. Donc, c'est à l'envers. Ça, c'est nouveau, ce phénomène-là, ou quoi? C'est un phénomène pas vraiment nouveau, mais c'est un phénomène qui, du moins dans ce qui concerne cette espèce-là, ça fait quand même quelques décennies. D'ailleurs, c'est la même chose pour nos outardes. On arrive aux outardes. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi une outarde par rapport à une bernache? Ouais. Bien, outarde-bernache, c'est exactement la même chose. Le mot outarde est une expression québécoise, mais attention. C'est comme rutabaga puis navet. C'est le code. Je m'excuse, mon cher M. Lagacé. Vous êtes dans l'erreur, une fois de plus. Un rutabaga. Un rutabaga, OK, c'est le fameux lilas qui est jaune, pas le lilas, le fameux le tubercule qui est jaune. Oui. Le navet, c'est blanc. Ça a l'air jaune. Le navet, qu'on appelle des fois rabiole, manifestement, t'en manges pas souvent. OK, c'est un légume qui est à peu près gros comme une pomme, une pomme. La chair la chair est blanche et la peau est des fois bleue, des fois bleuâtre. En fait, c'est rose. Ah, ça, c'est et c'est blanc. Pardon? Ça, c'est du navet. Mais revenons à nos outardes. Revenons à nos outardes, effectivement. Donc, nos outardes. À l'époque, quand les colons sont arrivés ici et ils ont vu ces gros oiseaux... Ils ont dit miam. Oui, peut-être. Ça, c'est plus après. Ils ont essayé de mettre un nom là-dessus. Et ils ont dit, mais ma foi, ça ressemble à des outardes. Parce que l'outarde, c'est un oiseau qui existe sous le nom d'outarde. Il y en a plusieurs espèces, mais c'est un oiseau européen notamment. Donc, c'est un oiseau qui est un oiseau de champ. C'est pas un oiseau, c'est pas un palmipède. C'est un oiseau qui est assez gros, qui ressemble vraiment à une outarde, mais plus élancé. Et c'est un oiseau qui vit en Europe et qui migre en Afrique. Et en Afrique, on a plusieurs espèces d'outardes. Donc, on a utilisé le terme outarde et au Québec, c'est un terme qui est utilisé et qui prête pas vraiment à confusion parce qu'une outarde, c'est une bernache du Canada parce qu'il y a plusieurs espèces de bernaches. Donc, c'est comme le navet des bernaches. C'est un peu mêlant. Hey, t'as donc bien une fixation. Que vous êtes Pierre, fort. c'est juste qu'en début de semaine, j'ai raconté aux auditeurs mon ras-le-bol avec les caisses automatiques dans les épiceries. J'essayais de rentrer le mot navet dans la caisse automatique, puis ça n'existait pas. Ça écrivait... la jeune fille est venue, elle m'a dit c'est un rutabaga. J'ai dit, voyons, c'est un navet. Enfin, continue. J'ai un traumatisme depuis. C'est avec la machine? Non, mais c'est trop fort parce que quand je vais revenir, je sais que je vais apporter les deux. Oh. C'est bon. Okay. Pierre, parle-nous de chasse. Bon, non, parler d'outarde, on n'a pas fini. OK. Donc, on se demandait pourquoi il y a des outardes sans arrêt autour de leur tête. Ben oui. Bon, il faut savoir que depuis de nombreuses années, il y a plusieurs outardes qui ont décidé, là où un peu comme les hirondelles, de ne plus monter dans le nord, on parle du Grand Nord québécois, et de rester sur place. Il y en a un grand nombre dans la région de Montréal. Ceux qui jouent au golf ici peuvent en témoigner probablement. Mais il n'y a plus d'hiver. Mais ces outardes-là, résidentes, on les appelle des résidents. Permanentes. Ces outardes-là, permanent, pas l'hiver, mais ces résidentes-là qui sont ici vont nicher jusque dans la région de Mont-Laurier. Donc, ces outardes-là se reproduisent sur place, donc font du va-et-vient de partir du printemps jusqu'à l'automne tard. Quand on dit l'automne tard, ça peut être jusqu'en décembre. Donc, ces outardes-là, vous les voyez, à un moment donné, tu dis, Seigneur, il s'en va dans le sud, il s'en va dans le nord. Qu'est-ce qu'ils pensent complètement? Ils ont perdu le nord. Pas vraiment. Ils sont locaux et ils vivent ici durant une grande période de l'année estivale. Donc, c'est pour ça qu'on les voit presque sans arrêt. Plus encore, tu as des outardes qui sont américaines, qui, elles, viennent passer l'été ici. C'est sympathique, ils viennent passer l'été ici. Pourquoi ils viennent passer l'été ici? Parce que les autorités, ils ont chassé des parcs
aux États-Unis, donc ils viennent chez nous. C'est un peu comme avec les humains, tu sais, ils poussent les réfugiés, puis il y en a qui viennent chez nous. Ça, c'est un sujet délicat, par exemple. Oui, je sais. Revenons à nos outardes. C'est pas facile. Non, c'est des outardes américaines. Passez au-dessus du chemin. Ces outardes-là, donc, sévissent dans la région de Montréal et dans la grande région sud du Québec. Et c'est pour ça qu'on les voit sans arrêt. Donc, on les appelle les outardes résidentes. Et c'est devenu souvent un problème de salubrité publique. Quand on parle de terrain de golf, c'est une chose, c'est pas mais c'est pour les plages et tout. Et je connais des endroits dans la région de Mont-Laurier, notamment, où des chalets d'été sont obligés de mettre des clôtures, littéralement, pour pas que les outardes locales embarquent sur leur gazon et laissent toutes les déjections qui sont très sympathiques. Parc de la Commune à Varennes, il y en a beaucoup. Prends un micro, Alain, prends un micro. Ben là, j'en ai pas. Le Parc de la Commune à Varennes, il y en a beaucoup, puis effectivement, il y a une piste cyclable. Et des cartes de visite, il y en a en masse. C'est intéressant que vous mentionniez Varennes, parce que Varennes, dans la région métropolitaine, c'est les îles de Varennes, c'est un des premiers endroits où les outardes résidents se sont installés. Il y en avait à l'époque, ça fait quand même un certain nombre d'années, je traite de ça, mais il y a 25-30 ans, il y en avait peut-être 200-300, puis aujourd'hui, ça se compte dans toute la région, ça s'est répandu à coups de milliers. Donc, ces milliers-là qui font un couple d'outardes, ça fait quand même 2, 3, 4 petits par année, ça fait bien d'outardes à la fin de la saison. Pierre, on n'aura pas le temps de parler de chasse, mais j'ai une dernière question sur les outardes. Oui. Ça se mange-tu? C'est excellent. Oui, c'est bon. C'est excellent. Ouais. Oui, non, c'est vraiment excellent. Ça se mange en steak. Moi, je mange ça en steak. Fred, t'en as quand mangé? j'ai la chance d'en manger. Oui, c'est très bon. C'est plus... Ça goûte le poulet? Ben non, c'est un peu plus dur que de la volaille qu'on est habitué de manger, là, mais c'est bon. Mais c'est bon, ah oui? Non, c'est excellent. Vous mangez ça, vous prenez la poitrine, vous mangez ça en steak. C'est excellent. Le problème est suivant, c'est que c'est des outardes qui sont devenues urbaines. Mais il n'y a pas de chasse en milieu urbain. Donc, c'est pour ça que les populations augmentent considérablement, mais on est pris avec ce problème. Est-ce que les outardes vont à Louisville où elles se font tuer, où les volatiles se font tuer au slingshot? Au slingshot, c'est assez difficile, c'est gros une outarde. Non, mais tu sais qu'il y a un dindon noir qui a été pogné au slingshot, comme ça, à Louisville. On va t'expliquer pendant la pause. On n'a pas eu la suite s'il avait été accusé, parce que c'était Il n'y a pas eu d'accusation. Il n'y a pas eu, évidemment. Le crime a été parfait. Pierre, merci. Toujours intéressant. C'était Pierre Gingras.